Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui je suis de retour avec une interview de Léa Tsand qui est neuropsychologue, nutritionniste et autrice ou auteur, je ne sais pas comment on doit dire aujourd'hui, mais elle a sorti un livre cette année qui s'appelle Un cerveau en bonne santé, qui En pleine. apparaît à l'écran en pleine santé. Donc c'est un livre, tu pourras le présenter un peu plus en détail, mais qui parle de comment nourrir son cerveau avec des bons nutriments. Donc la santé du cerveau commence de notre assiette. Et puis c'est un livre avec plein de recettes et plein d'explications aussi. C'est pas juste un livre de recettes. Donc je peux que vous le recommander. Et puis c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec Léa, qui a vraiment cette double expertise d'experte du cerveau et d'experte du deuxième cerveau, qui est notre système digestif. Mhm. Donc Léa, bienvenue. Merci d'avoir Merci. accepté. Merci à toi de m'avoir invité, ça me fait super plaisir. Avec plaisir. Et puis je voulais commencer comme tous mes interviews en te demandant de te présenter, mais en disant quelque chose que peu de personnes connaissent sur toi. Ok, donc comme tu l'as dit, j'ai en effet 2 casquettes. Donc je suis à formation de base, je suis neuropsychologue. Donc je m'occupe des patients qui ont une atteinte cérébrale. Je travaille avec des adultes dans un hôpital. Donc que ce soit majoritairement des AVC, accidents vasculaires cérébraux, des tumeurs cérébrales, malheureusement de plus en plus fréquentes, surtout chez les jeunes. Après, on a énormément explosion de diagnostics des fameux TDAH, dont c'est nous qui faisons une partie du diagnostic. Pareil pour les démences, toutes les maladies d'Alzheimer, ils ont besoin d'un diagnostic de neuropsychologue. Et après, c'est vraiment tout ce qui touche le cerveau, épilepsie, sclérose en plaques. Et on fait du diagnostic et de la prise en charge. Et à côté, complètement indépendant, je suis nutritionniste thérapeute et spécialisée dans la santé cérébrale pour vraiment faire le pont entre les deux. Et qui dit santé cérébrale dit microbiote intestinal. Donc, je me suis spécialisée dans l'évaluation et la prise en charge pour établir le microbiote intestinal. Mhm. Et la petite chose que peu de gens, et même très peu de gens connaissent, c'est qu'à mes heures perdues, je suis juge pour les championnats du monde de mind mapping. Un petit pourcentage, une fois par année. Ok, et qu'est-ce que c'est que le mind mapping? Le mind mapping, donc ça rejoint tout à fait le cerveau également. C'est une technique de prise de notes et de mémorisation qui utilise justement tout le fonctionnement cérébral. Donc c'est beaucoup plus puissant que juste apprendre par cœur ou avec des listes. Et c'est un peu compliqué, mais j'utilisais beaucoup ça dans mes prises en charge pour les patients TDAH ou mes patients qui ont des troubles de la mémoire. Et ça fonctionnait très, très bien, même chez des patients amnésiques. J'ai une patiente qui avait eu un traumatisme crânien ultra sévère. Elle avait eu une amnésie. Elle avait perdu également le sens des concepts. Donc, elle avait l'oiseau, mais elle ne pouvait pas faire la différence entre un pigeon ou un canard. Hmm. C'était assez sévère. Et avec le mind mapping, petit à petit, je suis en train de lui réapprendre les concepts et c'est la seule méthode qui fonctionne. Donc, elle ne sait pas comment, mais ça fonctionne parce que ça utilise en fait toutes les aires cérébrales. Donc, c'est beaucoup plus puissant. Donc, je me suis spécialisée là-dedans et moi, je fais tout en mind mapping. Alors, j'ai vu des photos dans tes stories Instagram de justement de certaines prises de notes. Donc c'est une technique qui est éprouvée. Et comment est-ce que tu atterris du coup juge au championnat du monde de mind mapping? Alors, j'ai commencé avec Mohamed Bouclet, qui commence à bien être connu. J'ai commencé une formation à ses débuts avec lui, à la base en lecture rapide, parce qu'il faut savoir que je suis TDAH et dyslexique. Et j'ai voulu apprendre la lecture rapide pour voir si ça pouvait m'aider et ça a été incroyable, une révélation. Depuis, je dévore les livres, alors que je crois qu'avant mes 30 ans, je n'avais pas lu un seul livre, parce que ça me demandait trop d'efforts. Et voilà, il faisait une formation de lecture rapide, de mind mapping et de techniques de mémorisation. Donc, j'ai fait cette formation et il m'a proposé, parce que j'étais très douée, donc j'étais un peu nulle en lecture rapide, mais
Mais j'étais très douée en mind mapping, donc il m'a proposé de participer au championnat du monde en 2021, je crois. Et j'ai fini 6e sur environ 500 participants pour une première. Et donc, l'année d'après, ils m'ont demandé si je voulais reparticiper. J'ai dit que je n'avais pas le temps. Ça demande énormément de temps et de concentration. C'est hyper prenant. Hein. C'est vraiment du sport de haut niveau intellectuel. Mmh. Et par contre, ils m'ont dit, bah, alors, est-ce que tu veux être jury? Et là, j'ai accepté. Donc, j'ai dû refaire une formation. Bah, c'est très, très, très protocolé. Et je me suis formée en ça et j'ai participé. Et maintenant, ça fait 2 ans que chaque année, je corrige des mind mapping venant du monde entier. Trop bien. Et Voilà. donc, bon, alors ça, peut-être qu'on en parlera en off, mais la lecture rapide, je vois souvent des posts là-dessus. C'est un peu, moi, un fantasme que j'ai où je me dis, ah, mais j'aimerais pouvoir lire des livres super rapidement parce que j'ai de la peine à trouver le temps pour ça, pour prendre le temps. Ça consiste en quoi? Alors, c'est ça, alors ça fonctionne, j'en suis vraiment la preuve vivante. Ça consiste à lire, à désapprendre notre façon de lire. Nous, on découpe syllabe par syllabe. Bah, en lecture rapide, on va lire qu'en visuel. Donc, le plus dur du travail, et c'est long, hein, c'est un apprentissage, je pense que j'ai bien mis 1 mois à m'entraîner tous les jours pour avoir les résultats et changer le fonctionnement de mon cerveau. C'est ça qui a été le plus dur. Donc, ça prend du temps à apprendre. Mais une fois qu'on a appris, ça fonctionne et il faut l'entraîner tout le temps. Et l'idée, je prends mon livre, c'est vraiment de partir du principe que visuellement, on voit en latéral. Donc, on ne va pas aller lire toute la ligne, on va lire que le milieu, parce que notre vision inconsciente va voir les bandes en périphérique. Donc, on n'est pas obligé d'y aller. Et on va essayer, et c'est ça le plus dur que je disais, de ne pas subvocaliser. Donc, dans l'entraînement, vraiment, on avait l'air un peu de le ridicule ne tue pas, mais on devait dire A, B, C, tout en lisant. Et puis, remplir notre boucle phonologique pour empêcher de lire le mot. Et comme ça, on apprend à notre cerveau à lire que visuellement. Puis après, on va voir que les mots importants. On doit enlever tout ce qui est... Enfin, en gros, on lit que les mots, les noms et les verbes. Et vraiment, Ok. c'est fou. Je me souviens, mon premier livre où je me suis dit, allez, je le finis en lecture rapide et je lâche prise. Ah oui, il nous apprend vraiment, il faut lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. C'est le plus dur. Des fois, j'avais envie de pleurer. Hein. Je n'arrivais pas, je ne comprenais pas ça. C'est horrible, c'est frustrant. Et mon premier livre, c'était le livre de Mike Horn, et qui racontait son tour dans le pôle Nord, là. Et je me suis dit, c'est pas grave, je le lis en lecture rapide, je lâche prise et je le relirai si j'ai pas compris. Et en fait, je l'ai lu en 1 heure et j'ai pas eu besoin de le relire. J'ai tout compris, j'avais l'essence. Mais Et est-ce que ça fonctionne, que pour des livres un peu d'information comme ça, ou finalement, est-ce que ça fait du sens de lire, je sais pas, un livre de philosophie ou de littérature en lecture rapide? non, je dirais qu'il y a des... En fait, c'est comme... Enfin, il y a des passages que tu lis en lecture rapide, mais dès que tu as un passage où tu sens qu'il y a besoin de retenir l'info, là, tu ralentis. Tu choisis ton rythme de croisière de lecture. C'est comme les romans. Un roman, des fois, ça se lit vraiment pour le plaisir. Là, tu le lis. Mais c'est vrai que des fois, il y a des passages, tu sens qu'il y a la description, c'est un peu pénible. Hop, tu passes en lecture rapide. Comme ça, tu as les concepts de base. Mais on va dire tout le chichi qui est autour, tu l'as pas, donc tu Hmm. avances plus vite. Donc c'est bien pour de l'informationnel, pas forcément pour d'autres types de lecture. Voilà. Ok. Bon, ben, merci. Tu vois, moi, je t'ai dit en off, c'est la première question, c'est celle que je préfère parce que on part tout de suite dans des concepts tout autres. Mais pour les gens qui ont cliqué sur cet épisode et puis qui se sont dit, ah, mais pourquoi est-ce qu'on me parle maintenant de lecture rapide alors que je suis venu pour la nutrition? On va démarrer là-dessus. Peut-être très généralement, c'est une question très large, mais quels sont pour toi les principaux nutriments dont notre cerveau a besoin pour pouvoir fonctionner de manière optimale? Alors, il y en a beaucoup. D'ailleurs, je les décris vraiment en profondeur, chacun dans mon livre en description. Donc là, je ne vais pas aller trop profondément. Mais avant tout, ce que j'aimerais vraiment que les gens entendent,
c'est que tous les nutriments sont nécessaires pour notre organisme et pour notre corps. Chaque organe va avoir des besoins un peu différents, mais il faut vraiment nous voir comme un système et chaque organe est interconnecté. Donc, que ce soit les reins, le foie, les poumons ou le cœur ou le cerveau, si un dysfonctionne, obligatoirement, au bout d'un moment, tout le système va dysfonctionner. Donc, c'est primordial et je répète constamment, je dis toujours, nous sommes ce que nous mangeons. S'il vous plaît, n'ayez aucune carence en rien. Et on sait que 80% de la population a au moins une ou deux carences en minéraux ou vitamines. Donc, l'idéal, ce serait d'être couvert en tout. Maintenant, si on revient au cerveau, pour savoir comment nourrir un organe, il faut savoir comment il est structurellement constitué et comment il fonctionne métaboliquement. Et le cerveau, ce qui est important à savoir, c'est que c'est l'organe le plus gras de notre corps, après le tissu adipeux. Donc, nous sommes ce que nous mangeons, donc on va devoir lui apporter des graisses. Et qu'on mange des bonnes graisses ou des mauvaises graisses, ça va constituer notre cerveau. Donc, c'est à nous de choisir les bonnes graisses à lui apporter. Donc, premier point comme nutriment, ce sera les graisses et les fameuses oméga 3, parce que le cerveau est constitué de graisses et majoritairement de oméga 3 DHA. On en entend beaucoup parler, je rabâche beaucoup sur ça, mais je dirais que c'est l'aliment fondamental pour le cerveau. À savoir, je dévie aussi un petit peu, comme un enfant pendant sa gestation et même pendant son allaitement, sa première année de vie, son cerveau est en train de se constituer. S'il y a une carence en oméga 3 chez la maman, ça peut déjà donner des déficits intellectuels, s'il y a une grosse carence chez le bébé. Mais ça a été vraiment, il y a plusieurs études qui ont montré des points de QI en moins corrélés avec un déficit en oméga 3 chez la maman pendant l'allaitement et pendant la gestation. Donc, un bébé, je crois, 70% de son cerveau est fait de DHA. Donc, voilà. Allez, j'ai passé du temps là-dessus, mais je dirais premier nutriment pour le cerveau, oméga 3 DHA. Quand je parle de nutriments, je parle des macronutriments, donc ce qui va être lipides, les graisses, les protéines et les glucides, et les micronutriments, donc tout ce qui va être vitamines et minéraux. Donc dans les macros, on a nos DHA, les protéines vont être fondamentales aussi, et les glucides aussi, parce que c'est un organe qui dépense énormément d'énergie. D'ailleurs, c'est l'organe qui dépense le plus d'énergie. Alors, il est tout petit, mais il dépense 25% de l'énergie totale de notre corps, ce qui en fait un organe ultra fragile, parce qu'il est fait de graisses qui sont fragiles et en même temps, il carbure beaucoup d'énergie. Donc, il est très sensible à l'inflammation et à l'oxydation. Donc, les sucres, il va falloir faire attention. Il faut lui apporter du glucide, mais pas trop et pas des sucres rapides, parce que là, ça va faire qu'il va s'oxyder plus rapidement et s'enflammer plus rapidement. Donc, comme je disais avant, on s'occupe de sa structure, donc les bonnes graisses et les protéines. Et au niveau de son fonctionnement, vu qu'il dépense énormément d'énergie, il va falloir qu'il soit vraiment couvert en toutes les vitamines B, notamment B3, B6, B9 et B12, fondamentales. Donc, attention chez les personnes véganes, entre les protéines et la vitamine B12 qui peuvent être déficitaires, ça peut faire des dysfonctions cérébrales. Sinon, le magnésium, indispensable au cerveau. Ça peut faire des anxiétés pour gérer le stress, le sommeil. Magnésium fondamental, le zinc fondamental. Et après, vu que c'est un organe très sensible à l'oxydation, il faut couvrir en antioxydants. Donc là, ça va être vitamine C, vitamine E, zinc, sélénium majoritairement, vitamine D. En gros, il y a beaucoup de choses, mais c'est les principales pour le cerveau. Alors, bon, déjà, merci pour la précision. Et je trouve très bien, je l'avais déjà entendu dans ton autre interview, et enfin, quelque part, je n'avais jamais réfléchi de cette manière, donc je trouve très bien que tu parles de la structure du cerveau. Dire, bah voilà, en fait, il est fait de graisse, donc en fait, ça nous indique déjà ce qu'on doit lui apporter aussi pour son bien-être. Et puis, bah, ça, typiquement, les oméga 3,
on n'habite pas en bord de mer, donc la plupart des gens en Suisse ne mangent pas des poissons riches en oméga 3 tous les jours. Puis encore, on voit que certains de ces poissons, au niveau intoxication, aux métaux lourds, c'est encore sorti cette semaine sur les taux de mercure dans le thon. Voilà, ça pose d'autres problèmes. Donc, c'est vrai que les oméga 3, on n'en parle pas du tout assez, je trouve. Il n'y a pas de prévention par rapport à ça, par rapport à la vitamine D non plus, alors que c'est essentiel. On est tous en carence, en tout cas en hiver. On n'en parle pas. Alors que si tu vas, enfin moi j'ai fait 6 mois au Canada, là-bas c'était d'office, tout le monde prend ça, quoi. Donc je trouve bien de rappeler ça et que les gens comprennent que c'est pas juste oui, je sais que ce serait bien de manger ça, c'est que c'est fondamental. D'ailleurs, moi, je me fais allumer encore cette semaine. J'ai fait un post où je parle de ces habitudes-là, des compléments, de la nutrition. Et la réponse dans les commentaires, c'est toujours oui, je sais que c'est bien les habitudes de vie, mais bon, des fois, c'est quand même en gros le médicament qui vient régler ça. Donc, je le rabâcherai encore, je sais pas combien de centaines de fois sur ce podcast, mais merci de le préciser comme ça. Tu disais, s'il vous plaît, soyez couverts dans tous ces nutriments. Comment finalement savoir si on est couvert et puis comment s'assurer d'être couvert? Est-ce que c'est que au travers des compléments? Est-ce que c'est que à travers la nutrition? Est-ce que c'est un mélange de tout? Alors, gros débat, il y a deux écoles un peu avec ceux qui sont pro-compléments, ceux qui se disent non, on peut. Alors, ce que j'ai appris dans mes études, c'est que malheureusement, on est dans une société où on est de plus en plus pollué. Et plus on est pollué, plus on a besoin de nutriments. J'explique ça un peu dans mon livre, mais c'est un peu complexe. Mais plus quelqu'un va être pollué ou va s'oxyder, plus il va avoir besoin de nutriments. Et en même temps, nos sols sont de plus en plus dénutris. Donc nos fruits et nos légumes n'ont plus autant de vitamines et minéraux qu'en 1950, par exemple. Donc on est en train de faire une disbalance entre nos besoins en vitamines et minéraux et notre rapport qui diminue. Donc il y a un écart qui se forme. Et pour ceux qui sont à de l'école, pas besoin de compléments, je suis obligée de les contredire parce que je le vois tous les jours. Donc pour le voir, c'est faire des bilans biologiques. Et moi, je travaille avec ça. Je fais toujours un panel complet d'analyse sanguine, des vitamines et du microbiote, évidemment. Mais dans les bilans que je fais, les données, on entend ça, mais c'est vraiment ça. Empiriquement, je vois 80% de la population est déficitaire en vitamine D, en zinc et en magnésium souvent. Mais zinc et vitamine D, c'est assez flagrant, et même en été. Mais là, c'est les taux. Et faut se dire, faut voir les vitamines, je dis aussi ça souvent, faut voir les vitamines et les minéraux comme les outils des ouvriers qui travaillent dans nos cellules. Je fais souvent un schéma quand je commence toujours mes prises en charge par ça, je montre ce schéma où la cellule, il faut la voir comme une usine. Dans cette usine, il y a plein d'ouvriers, c'est des enzymes, donc des protéines, et les ouvriers ont besoin d'outils. C'est ce qu'on appelle les coenzymes ou les cofacteurs, et ces outils, c'est les vitamines et les minéraux. Donc, un outil, par exemple, comme le magnésium, va agir ça va être l'outil de 300 ouvriers, donc de 300 processus enzymatiques. Donc, potentiellement, une carence en magnésium peut faire 300 fonctions qui vont dysfonctionner. Donc, c'est assez dramatique. Et là, on le voit, les gens sont tout le temps fatigués, sont déprimés, ont une immunité dans les chaussettes, c'est qu'il y a des carences. J'interromps cet épisode quelques secondes pour te parler du sponsor de l'épisode qui est la marque NutriPure. NutriPure, c'est une marque de compléments alimentaires située en France qui a commencé en travaillant avec des athlètes de haut niveau, dont beaucoup ont été au JO de Paris cette année, mais qui s'adresse également à de la population tout venant. Et j'ai créé un partenariat avec NutriPure parce que j'ai mis des mois avant de trouver des bonnes marques de compléments alimentaires. C'est un monde dans lequel on peut trouver de la bonne qualité comme de la très mauvaise. Et donc, si on a envie de prendre des compléments, autant que ça soit de la bonne qualité, avec des ingrédients
qui sont d'origine naturelle et qui viennent de proches de chez nous. Donc NutriPure, c'est une marque française, les ingrédients viennent de France. C'est super bien dosé et c'est d'une qualité extraordinaire. C'est pour ça que j'ai créé un partenariat avec eux et donc tous les compléments dont vous entendez parler dans cette interview, vous pourrez les retrouver sur NutriPure. Il y a des oméga 3, les probiotiques, la vitamine D, le magnésium, le zinc, la vitamine C, des multivitamines. Enfin bref, il y a vraiment un catalogue incroyable. Et grâce à mon partenariat, eh bien, vous pouvez bénéficier de 10% lors de la création de votre compte NutriPure en utilisant le code BORLOZ, donc mon nom de famille, BORLOZ. En utilisant ce code, vous aurez 10% de remise sur votre commande. Et sur ce, je vous souhaite une bonne suite d'épisodes. Bon, surtout que, alors j'ai encore entendu sur la RTS, je crois, justement, une critique sur les compléments. Alors, moi, je ne pousse pas à acheter 150 000 compléments, mais l'argument, c'est toujours, oui, mais si on mange de manière saine et équilibrée, on n'a pas besoin. Alors, déjà, bon, toi, tu viens un peu contrebalancer ça en parlant justement, dans un monde idéal, oui, mais dans un monde pollué et dans lequel on vit, c'est peut-être plus forcément le cas. Puis surtout, ben, en fait, qui mange vraiment de manière saine et équilibrée? Et ça, ben, les gens, déjà, il y a plein de personnes qui mangent un légume, c'est une exception. Ben, dans la formation nutrition, on nous disait que c'était entre 300 et 600 grammes de légumes par jour, environ. Mais personne que je connais n'est là-dedans. Moi, je dois être à 1 kilo, je pense, hein, dans toute la journée, je pense. Alors, justement, mais tu fais partie du 1% de la population qui mange ça, en termes de légumes. Donc, je trouve que souvent, c'est trop vite balayé, ce sujet, avec oui, mais si on mange sain, alors que la plupart des gens ne mangent pas de manière saine et équilibrée. Donc, après, justement, comment ne pas tomber dans l'extrême inverse, en mode on est aux États-Unis et puis on a un pilulier de 200 pilules le matin. Comment tu gères ça, toi, en tant que professionnel? Alors, moi, j'en suis pas à 200, mais j'ai bien entre 15 et 20. J'ai lu de compléments que je varie. Après, je connais par cœur. C'est hyper compliqué, la complémentation. Moi, maintenant, je connais par cœur comment ça fonctionne. Donc, je sais comprendre quoi selon mon sport, selon mon activité, selon mon cycle hormonal. J'ai mes combos. Donc, j'avoue que... Et je fais régulièrement mes analyses biologiques et j'ai aucune carence. Et mon microbiote est parfaitement équilibré. Donc, oui, j'ai besoin de mes compléments pour ne pas être carencée. Maintenant, je dirais qu'il y a une base à avoir. Alors, déjà, la base, c'est oui. Il faut commencer par l'alimentation. Toujours, il faut faire ce rééquilibrage. Je vous ai dit que les vitamines et les minéraux, on ne doit pas en manquer. On les trouve où? Ils sont dans les fruits et les légumes. Donc, la base de l'alimentation, il n'y a pas, c'est juste ça, c'est les fruits et les légumes. Donc, je dis toujours une assiette, la moitié de chaque repas, c'est fruits et légumes. Ce n'est pas un plat de pâtes comme ça et 3 brocolis là. C'est les légumes, un peu de pâtes, bio à l'épeautre, et la dose de protéines. Mais il faut tout réinverser, en fait, les équilibres. Et si on a une alimentation équilibrée, je dirais la base des compléments alimentaires, quand même, c'est le zinc et le magnésium qu'il faut se complémenter. Magnésium, pour moi, c'est à l'année, d'autant plus chez les sportifs et les adolescents qui sont en pleine croissance. Le zinc aussi, il rentre dans tellement de processus et on est tout le temps déficitaire. Je le vois, on est déficitaire. Donc, peut-être par cure, mais faire au moins 3 à 4 fois par année des cures de zinc. Vitamine D, obligatoire. Oméga 3, obligatoire. Et selon les personnes et leur microbiote, les probiotiques obligatoires. Je dirais que c'est ces 5 choses. Pour moi, le trépied de la santé, c'est il faut être couvert en antioxydants, il faut avoir une alimentation anti-inflammatoire et il faut prendre soin de son microbiote. Si on fait les 3, on réduit vraiment de 80% de chances, enfin de risque, d'avoir une quelconque maladie. Donc, les compléments, ils vont être oméga 3, c'est anti-inflammatoire. Zinc, c'est antioxydant.
La vitamine C, par exemple, on n'a pas besoin. Ça, faut manger des kiwis, il faut manger des agrumes, faut manger. Là, on peut être couvert. Mais zinc, magnésium, le zinc, il faudra manger des huîtres. Qui mange des huîtres toutes les semaines? C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a aussi des aspects, bon, on parlait des oméga 3 avant, il y a des aspects régionaux. Ben, on parle du régime méditerranéen, on en reparlera peut-être après. Ben oui, notre régime ici est influencé par là, mais on ne vit pas en Méditerranée. Donc, alors oui, on peut acheter des produits de n'importe où, mais ça dépend après de nos habitudes. Est-ce qu'on achète du bio, du local, etc. Ça rajoute de la complexité dans le choix. Mais ok, donc ça c'est toi en tout cas un peu ce que tu prends plus ou moins à l'année. Ouais, ça je prends tout le temps. Probiotiques, j'ai de la chance, j'ai pas besoin d'en prendre. J'ai testé mon microbiote et il est déjà équilibré. Donc, il faut savoir qu'un microbiote se crée à la naissance. Donc, et le bébé prend le microbiote de sa maman. Donc, il suffit que la maman soit déficitaire en bonnes bactéries, comme les plus connus, c'est les lacto et les bacillos. C'est ce qu'on donne le plus souvent. Eh ben, le bébé sera déficitaire. Donc, moi, toutes les femmes enceintes, je les couvre en probiotiques pour être au moins sûre que pendant qu'elles accouchent, elles donnent au moins cette flore à leur bébé. Et donc voilà, les probiotiques, ce n'est pas des choses que je prends souvent parce que mon microbiote est assez équilibré. Par contre, c'est hyper rare que quelqu'un ait des... C'est assez rare de voir des microbiotes qui soient très bien équilibrés. Donc, par cure, je préconise les probiotiques. Et pour les personnes qui n'ont pas fait... Parce que voilà, ça a un coût de faire toutes ces analyses. Donc, pour les personnes qui n'ont pas accès à ça, je ferai par prévention à chaque saison des cures de probiotiques. Pour être D'accord. Ok. Pour revenir aux oméga 3, on n'est pas obligé de se complémenter si on mange en effet des petits poissons, 3 à 4 fois par semaine. Et puis je dis les petits poissons parce que comme tu l'as bien mentionné avant, les gros poissons comme le thon et malheureusement le saumon, ça a été difficile, mais j'essaie de ne pas en manger plus d'une fois par semaine. Le thon, j'ai complètement arrêté depuis au moins 10 ans. Ils sont beaucoup trop pollués. Donc, ça ne sert à rien d'apporter des bons oméga 3 si derrière, on s'intoxifie au mercure, qui est très, très néfaste pour le cerveau. On vit dans un monde, malheureusement, qu'on a créé. Il faut essayer de faire le moins pire. C'est ça, je pense que c'est bien que tu le précises parce que assez vite, je pense que par rapport à la nutrition, on est très vite désespéré à se dire, mais en fait, on ne sait plus quoi faire. Surtout qu'en nutrition, il y a un peu des églises différentes, quoi. Toi, je sais que tu préconises beaucoup les protéines. J'ai vu dernièrement, on m'a parlé de ça, puis je suis allé voir un peu des résultats de recherche où apparemment il y a des recherches aussi sur le déficit protéinaire, protéinique, je ne sais pas comment on le dit, le déficit protéinique qui amènerait à une plus grande longévité. Donc là où ils amènent plus de glucides et ce serait lié à plus de longévité. Donc j'ai trouvé des études là-dessus. Cette étude. Mais du coup, après, alors c'est toujours aussi qu'est-ce qu'on préconise parce que si tu as un déficit en protéines, tu vas perdre du muscle et la perte musculaire, c'est ce qui va nous porter défaut après. Donc peut-être on va vivre plus longtemps, mais on va plus pouvoir vraiment avoir de mobilité. On va tomber, on va se faire le col du fémur, puis on va mourir. Donc c'est toujours difficile, je trouve, de se situer là-dedans. Et du coup, le but de faire le moins pire et de faire au mieux dans ce qu'on contrôle, je pense que c'est important de le rappeler. Oui, et c'est vite vu, moi, dans mon livre, j'en parle aussi. Je me suis dit aussi, OK, alimentation méditerranéenne, c'est celle qui est cardioprotectrice. Après, on entend, il y a le keto qui est hyper bon pour le cerveau, ce qui est vrai, vu que keto, c'est que les graisses, et le cerveau est fait de graisse. Mais ça reste pour moi quelque chose qui est déséquilibré. Donc, pour moi, une bonne alimentation, c'est une alimentation qui est équilibrée. Alors, les protéines, c'est primordial, on en reparlera après. Mais en effet, comme tu dis, les muscles, c'est des protéines. Un déficit protéique chez les personnes âgées, c'est vraiment corrélé à un vieillissement. Alors, peut-être qu'ils vivent longtemps, mais dans leur lit tout immobile, comme tu disais. Et j'ai perdu le fil. Oui, voilà,
Donc, moi, je me suis basée sur l'alimentation des zones bleues. Je me suis dit, OK, quelle est la meilleure alimentation? Bah, celle où il y a les personnes qui vivent le plus longtemps en bonne santé. Donc, j'ai vraiment fait des recherches de l'alimentation de chacune de ces 5 zones bleues. Qui sont? Il y en a une en Grèce, j'ai pas les noms des îles exactement, hein, mais il y a vers la Sardaigne, il y en a une au Japon, il y en a une vers le Costa Rica et la 5e aux États-Unis, je ne sais plus où, mais ça reste proche des mers parce qu'il y a beaucoup de produits de la mer et ça reste la base, fruits et légumes. La base de leur alimentation, c'est vraiment les végétaux et ils ont très, 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 très peu en fait, pour moi, c'est tellement facile finalement de bien manger. Il suffit juste de retourner à ce que la nature nous donne. Point. Donc, il faut éliminer tous les aliments qui sont transformés et ultra transformés. Et dans ces zones-là, c'est souvent des zones qui sont, il y a des îles qui sont un peu isolées, donc ils mangent les produits de la terre en fait. Hmm. Et donc voilà, je me suis basée sur cette alimentation pour créer mes recettes et mon alimentation à moi. Et après, j'ai rajouté tous les aliments spécifiques, peut-être qu'on en reviendra après, qui nourrissent le cerveau, histoire de... Mon but étant de faire que le cerveau fonctionne à son plein potentiel et limiter les risques de faire une démence, qui sont en train d'exploser. Et les chiffres pour l'avenir sont pas tout roses. Donc, on essaye de protéger ça. Je trouve bien que tu le rappelles, justement, ça c'est une règle très simple, c'est de dire, mais finalement, est-ce que ce que tu manges là, est-ce que tu pourrais le prendre directement dans de la Exact. terre ou est-ce qu'il te faudrait une usine pour le fabriquer? Exact. Et déjà, si on suit ça, c'est déjà un énorme pas qui est fait. C'est le 80% du boulot qui est fait. Tu parlais avant du microbiote. Alors, tu as déjà fait une interview là-dessus sur le podcast Gut. Comment ça s'appelle déjà? Got Up Food. Gut Up Food ou Gut Up Foodie. Que je recommande, je le cite là, je le recommande. C'est un joli interview vraiment spécialisé sur le microbiote. Mais est-ce que tu pourrais, vu que tu l'as nommé, parler un petit peu de finalement qu'est-ce que c'est ce microbiote et puis en quoi est-ce qu'il a un lien et pourquoi on parle de cet axe intestin-cerveau? Donc, déjà, on parle de l'axe intestin-cerveau parce que dans l'intestin, il y a des milliers de neurones. Donc, il n'y a pas que des neurones dans le cerveau. Tout le long de notre paroi intestinale, il y a plein de neurones et ça fait beaucoup le lien avec le cerveau, avec le fameux nerf vague qui est primordial, que j'utilise beaucoup dans mes prises en charge. Donc, il y a un lien direct, tout simplement, de neurone à neurone. Après, il y a une communication qui va se faire au niveau sanguin, au niveau immunitaire, au niveau hormonal, mais la plus rapide, c'est vraiment au niveau un nerf qui est là et connecté au nerf dans l'intestin. Et le microbiote intestinal, c'est vraiment, donc c'est tout des micro-organismes qui colonisent notre intestin. Donc, ils font pas partie de nous, mais ça m'avait beaucoup marqué quand j'avais appris ça. On a plus de micro-organismes, donc des bactéries, il y aura des virus, il y aura des champignons, on a plein de choses, mais le plus important, c'est des bactéries. Et on est plus composé, il y a plus de bactéries dans notre intestin que de cellules de notre propre corps. Donc, je dis toujours qu'on est un être hybride fait de plein de colonisateurs. Et si l'évolution a fait ça, c'est pas pour rien. C'est que ces micro-organismes, on en a besoin pour vivre et survivre. Donc, en gros, eux, ils vont se nourrir de ce qu'on mange et leurs déchets vont être comme des petits médicaments pour nous, notamment anti-inflammatoires. Donc, si il nous manque des bonnes bactéries, il va nous manquer les déchets dont on a besoin et il y aura un dysfonctionnement, obligatoirement. Une dysbiose intestinale va obligatoirement au long terme, malheureusement, mener à des déficits qui vont être immunitaires, inflammatoires, neurologiques. Ça, c'est obligé. Et du coup, c'est un processus, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que des carences, une mauvaise alimentation va dérégler le microbiote qui, lui, ensuite va, à travers les mauvaises bactéries, dérégler tout le reste du système. Exact. Tout est
tout est systémique, hein, on est un système. Plus on va s'oxyder, plus ça va faire de l'inflammation. Plus il y aura d'inflammation, plus on va s'oxyder. Donc, le but, c'est d'érayer ça. Et plus on va manger des choses qui détruisent notre microbiote, comme l'alimentation industrielle, les additifs, les médicaments, les personnes polymédicamentées, c'est assez un désastre pour leur microbiote. Bah, moins on va être armé contre les maladies. Ça reste notre première défense, ce microbiote. Le microbiote crée les neurotransmetteurs. La sérotonine est créée dans notre intestin, à 90%, 90%. Donc, une perturbation du microbiote va créer des troubles de l'humeur. C'était quoi? 70% des personnes dépressives ont une dysbiose intestinale. Donc ça, je l'ai aussi dit dans l'autre podcast dont tu parlais. Avant de donner des antidépresseurs, allons voir ce qui se passe au niveau du microbiote. Ça peut être réglé pas facilement, hein, parce que ça prend du temps. Un microbiote qui est très altéré, pour voir large, il faut compter 1 année pour le restaurer. Après, il faut restaurer la barrière intestinale. Donc, il commence à avoir des trous. Souvent, tout est lié. Mais vraiment, on prend soin de sa barrière intestinale et de son microbiote. On règle énormément, on se barricade et on se protège contre une multitude de maladies. Surtout que l'usage après d'antidépresseurs va impacter négativement le microbiote. Donc c'est ouais, un c'est peu le vraiment cercle vicieux. Ouais. Chez les Ça, personnes qui ont besoin, qui ont des idées suicidaires, évidemment, là, c'est une urgence, il faut. Mais là, on distribue des antidépresseurs. Un petit trouble de l'humeur. Hop, c'est désastreux. sans même qu'il y ait de troubles de l'humeur. Moi, combien de fois j'ai des gens qui me disent: ah, mon médecin généraliste m'a proposé un antidépresseur parce que, je sais pas, alors que la personne, elle est peut-être en burn-out, donc c'est pas du tout la même chose. Parce qu'elle a un moment de vie difficile qui évidemment l'impacte, mais c'est pas parce qu'on est impacté par un événement de vie qu'on a une pathologie. Et c'est vrai que les gens se rendent pas assez compte de l'impact que ça a de prendre ce genre de traitement. Donc, évidemment, s'il y a des gens qui écoutent, qui sont sous ce genre de traitement, continuez-les, ne les arrêtez pas, mais j'encourage vraiment les gens, avant de prendre ce genre de traitement, à avoir une discussion vraiment sérieuse avec leur professionnel de santé, à regarder les effets secondaires que ça provoque, qui sont souvent les mêmes qu'ils sont censés soigner, et vraiment être très très conscient de ce que ça veut dire que de prendre ces traitements. Parce que souvent c'est présenté très à la légère, comme ce serait une petite béquille, sauf que la béquille, au bout d'un moment, c'est elle qui nous handicape. Exactement. C'est comme t'as tout dit. C'est vrai que les personnes qui en prennent, il faut juste sachez qu'il y a des moyens de réduire progressivement en compensant par l'alimentation et un rééquilibrage et restaurer le microbiote. Ça détruit le microbiote, mais ça détruit, ça fait le fonctionnement du cerveau. En fait, c'est quelque chose de pas naturel. Ça joue sur les neurotransmetteurs, mais les neurotransmetteurs, on peut jouer avec l'alimentation dessus. Donc. Tu parlais de la paroi intestinale et du problème de la perméabilité ou de l'hyperperméabilité de la paroi. Donc, moi, ce que j'ai lu là-dessus, c'était que justement, ça, on le restaurait notamment avec des probiotiques et de la L-glutamine. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi, tu préconises? Oui, bien sûr. C'est un peu tout mon travail de restaurer des barrières intestinales. Donc, tu as tout à fait raison. C'est la glutamine, c'est un acide aminé, donc une protéine, qui en fait va nourrir les cellules de la paroi intestinale. Donc, vu qu'elles sont abîmées, on va les nourrir pour qu'elles se refassent. Mais il y a également le protocole vraiment pour restaurer une barrière intestinale, ça va être glutamine, zinc et vitamine D. Mais avant ça, ça va être éliminer tout ce qui détruit la barrière intestinale. Donc, stopper totalement quelqu'un qui a vraiment une hyperperméabilité intestinale. Donc ça, on a des marqueurs aussi biologiques pour l'objectiver. Et notamment aussi ceux qui ont des intolérances alimentaires. Une intolérance alimentaire, synonyme hyperperméabilité intestinale. C'est que les molécules les protéines de cet aliment sont passées à travers la barrière sans être digérées, parce qu'il y a des trous.
Donc, quelqu'un qui a des intolérances alimentaires, c'est quelqu'un qui a des trous dans la barrière intestinale. Donc, première chose, on arrête, enfin, pour ceux qui ont fait les bilans, hein, on arrête les aliments qui agressent. Donc, on arrête le gluten. C'est vraiment 1 mois, 3 mois, si possible 1 année, sans gluten. Le gluten est hyper agressif et le gluten fait créer des trous dans la barrière intestinale. Donc, on arrête le gluten, on arrête les produits laitiers, on arrête les produits industriels avec tous les additifs qu'il y a dedans. On rajoute des fibres pour nourrir les bonnes bactéries, on rajoute des probiotiques, on assainit tout ça et ensuite on passe au protocole de réparation, glutamine, zinc et vitamine D. Ok. Et par quoi tu remplaces du coup le gluten, les produits laitiers qui peuvent être, voilà, qui peuvent contribuer à avoir un apport protéique suffisant, par exemple, si on ne veut pas être que dans des protéines animales, enfin c'est des protéines animales, mais sans de la viande ou du poisson. Quelle alternative tu proposes à ces personnes? Alors, pour moi, enfin, ce que j'utilise et les meilleures céréales qui sont très riches en protéines, ça va être le sarrasin, et c'est très bon. Quinoa, c'est une pseudo-céréale, mais lentilles. Et donc, pour les végétariens, il faut juste savoir que les protéines animales, il y a tous les acides aminés dont on a besoin. Dans les viandes animales, ouais. Et les œufs. Et le tofu. C'est le seul végétal qui contient tous les acides aminés. On est cool vert, c'est bon. Donc, un végétarien devrait vraiment prendre du tofu assez régulièrement. Sinon, il suffit de mixer des céréales, donc quinoa, sarrasin, avec des légumineuses, lentilles. Et en mixant les deux, on a le totem des acides aminés. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de végétariens qui le savent. Donc, mixer ces deux et éliminer tout ce qui contient du gluten. Ça va être, comme moyen mnémotechnique, on a l'acronyme SABO, donc seigle. Beaucoup de gens sont là, je prends du tartine au pain de seigle, mais il y a du gluten dans le seigle. A pour avoine. Après, on peut trouver de l'avoine sans gluten, mais normalement, l'avoine contient du gluten qui est un peu moins agressif que le gluten du blé. Mais sabot, donc blé comme blé, et orge. Donc, en fait, il faut éliminer ces quatre céréales. Globalement, une céréale, ça c'est assez inflammatoire, mais pas les anciennes. Donc, petit épeautre, sarrasin, quinoa, c'est un peu les 3 que je recommande. Amarante, c'est magique, l'amarante, et c'est très riche en protéines. Donc, il y a vraiment de quoi faire pour remplacer ce blé. D'accord. Et ça, toi, tu le recommanderais pour tout le monde ou uniquement pour des personnes qui ont des problèmes avec leur paroi intestinale? Alors, pour tout le monde, je recommande de diminuer vraiment ce qui contient du gluten, mais pas de l'éliminer totalement. On peut de temps en temps mettre des petites touches de gluten pour pas devenir vraiment totalement intolérant. Parce que si au bout d'un moment, il a l'habitude, notre organisme, de plus avoir cette agression, il va beaucoup plus vite réagir une fois qu'on lui en donne. Par contre, si je fais les intolérances alimentaires, c'est un test qui s'appelle les IgG. On mesure les anticorps des protéines du gluten, par exemple. Là, c'est 1 an sans gluten. Je dis, Ok. on me fait la gueule, on m'aime pas, mais je dis, si tu veux réparer, c'est 1 année, pas 1 gramme de gluten dans ton alimentation. Parce que là, on répare, on est en mode réparation, on est en mode thérapeutique, protocole. Et ensuite, une fois que c'est réparé, là, on peut réintroduire, mais c'est pas pâte à midi, pain le matin, pain le soir, et pâte le soir, et gluten, et gluten, et gluten, et gluten partout. C'est ça, c'est avec parcimonie. Voilà. Là, tu disais, si on a des intolérances, ça veut dire qu'il y a une problématique au niveau de la paroi. Est-ce qu'il y a des signes courants, tu vois, pour les gens qui font pas forcément des tests, des bilans sanguins, etc. Est-ce qu'il y a des signes courants que notre alimentation, elle n'est pas adaptée à notre santé mentale, mais finalement à notre santé globale? Oui, beaucoup. Le plus commun, le plus courant, c'est la fatigue. C'est pas normal d'être fatigué, c'est pas normal d'être fatigué la journée, en fait.
Moi, je ne suis jamais fatiguée la journée, je n'ai pas des coups de pompe, mais j'ai ma journée qui est stable. Après, je dors bien, il y a tout un système, mais je n'ai pas ces coups de pompe l'après-midi ou après un repas. Parce que Hmm. je régule ma glycémie. Donc voilà, quelqu'un qui est fatigué, son alimentation, elle est déséquilibrée. Trouble de l'humeur, quelqu'un qui a des sautes de l'humeur, hormis les femmes en pré-règle. Là, on a toutes des sautes de l'humeur, c'est hormonal. Et ça, on peut le régler avec la micronutrition. Mais ouais, quelqu'un qui a toujours le blues, un peu, qui a des sautes de l'humeur, ça, c'est un dérèglement au niveau des neurotransmetteurs, donc de protéines et du irritabilité, des déficits de concentration. C'est tous des signes qu'il y a un dérèglement alimentaire. Et ensuite, il y aura tout ce qui est des troubles du sommeil. Vu que la sérotonine se crée dans l'intestin, si la sérotonine ne peut pas bien se créer, la sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, pas de mélatonine, on dort mal. Et sinon, troubles de la peau, beaucoup. Ça, c'est des signes. Quelqu'un qui a des problèmes de peau, c'est des signes des trous dans les barrières intestinales. Et tout ce qui va être inflammatoire, tendinite à répétition, ça, c'est des signes de trous dans la barrière intestinale. Aussi au niveau ORL, sinusite, etc. Alors ça va plutôt être problème. Oui, ça va être une faible immunité. On le teste aussi quand on fait des microbiotes. On voit c'est vraiment notre première immunité. Hein, c'est notre contact avec l'extérieur. C'est ce qui laisse passer. Il y a des petits gendarmes. S'ils laissent passer tout et n'importe quoi, le premier virus, la personne va l'attraper. Donc ça, c'est un signe de problèmes intestinaux au niveau immunitaire des intestins. Tu as parlé de réguler sa glycémie, donc c'est niveau de sucre dans le sang. Oui. Quel rôle joue le sucre dans notre santé globale et plus particulièrement notre santé mentale? Énorme. En fait, le sucre, on en a besoin, hein, je le bannis pas. Moi, je prends du sucre, je prends des fruits, je mange plein de fruits et c'est plein de sucre. Par contre, on en mange beaucoup trop. Les données, elles sont assez incroyables, j'aime bien dire ça aussi. C'était quoi, en 1800, dans les années 1800, en France, un Français mangeait environ 3 ou 4 kilos de sucre par an et par habitant. Là, on en est à 43 kilos de sucre par an et par habitant. Puis, il y a une étude qui est sortie récemment, là, où il disait un enfant de 8 ans maintenant, a mangé autant de sucre que son grand-parent des années dans sa vie. On mange beaucoup trop de sucre, c'est un désastre. Ça nous fait vieillir plus vite, ça fait de l'inflammation, ça fait des maladies métaboliques. Le taux de diabète explose. Chez les enfants aussi, il faut savoir que le diabète, au début, ça n'existait pas chez les enfants. C'est des maladies plus loin, plus avancées dans l'âge. Maintenant, dans les écoles, c'est sûr qu'il y a des enfants diabétiques un peu partout parce qu'ils sont nourris au sucre. On mange beaucoup trop de sucre, donc ça démolit ça use notre pancréas qui, au bout d'un moment, rapidement, ne fait plus son travail et ça amène au diabète. Mais hormis ça, ça crée... Quand on a trop de sucre, la molécule de sucre dans le sang va rentrer, quand elle choque une molécule soit de graisse, soit de protéines, va faire quelque chose qui s'appelle de la glycation, qui va faire... C'est comme si... Voilà, c'est exactement quand on grille une graisse, un steak sur le barbecue. Ce qui caramélise, c'est de la glycation. Donc, en fait, quand nos molécules de sucre rencontrent d'autres molécules, on caramélise de l'intérieur. Et ça, c'est très oxydant, ça fait vieillissement prématuré des cellules, donc on va vieillir plus rapidement, on aura plus de rides. Parce que une oxydation, c'est les cellules qui s'oxydent. Ce qui se voit le plus, c'est extérieurement, c'est nos rides, c'est nos cellules de peau. Mais il faut se dire que quand on se ride à l'extérieur, il y a toutes nos cellules de l'intérieur et notre cerveau, c'est celui qui casque en premier, j'ai envie de dire, c'est de l'oxydation. Donc le sucre va accélérer ce processus de vieillissement de nos cellules en caramélisant. Ok. C'est vrai qu'il y a un côté très cool à se dire, ah, mais on se transforme en caramel petit à petit. Voilà, Mais en réalité, c'est pas terrible. Et Non. du coup, ça a beaucoup d'impact sur tout ce que tu as dit avant, hein, des problématiques d'anxiété, de dépression, de concentration. C'est
pour ça que tu parlais du TDAH au début. Et moi, je suis fasciné à quel point, alors bon, c'est un diagnostic qui explose, dont on parle énormément depuis quelques années, mais je suis fasciné à quel point il n'y a aucune étape qui sépare le test de « Ah ben, on va vous donner un traitement médicamenteux à base d'amphétamine », qui a aussi des listes d'effets secondaires incroyables. Mais à aucun moment on questionne en fait qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois comme soda, quel additif se trouve dans ta nourriture. Et ça, vu que tu es impacté toi par cette problématique, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Bah oui, c'est pour ça que les gens maintenant ils viennent me consulter parce que de leur côté, ils ont fait les recherches, ils ont vu à quel point l'alimentation va avoir un effet positif ou négatif sur leur TDAH. Mais c'est vrai que c'est un désastre. En fait, quelqu'un qui a un TDAH en vrai, hein, parce que maintenant tout le monde est diagnostiqué TDAH. Donc ouais, le diagnostic se fait vraiment depuis l'enfance. Là, on a beaucoup d'adultes qui disent: «Ah, je suis TDAH», alors qu'ils ont passé une scolarité tout à fait normale. Donc ça, c'est pas des vrais TDAH. Ça, c'est plutôt des personnes qui ont un fonctionnement cérébral qui dysfonctionne de par leur alimentation. Mais quelqu'un qui a un TDAH, eh ben, le sucre, ça va être énorme. Il va falloir réduire le sucre et nourrir le cerveau, donc réapporter des bonnes graisses et vraiment ça canalise, ça va aider à accompagner. Il y a un reportage très, très bien qui a été fait sur Arte, sur le Mhm. microbiote et il montre plusieurs pathologies de personnes et la première pathologie, c'est un enfant, enfin une maman qui vient avec son enfant qui a un TDAH et elle raconte à quel point ça a été le jour et la nuit à partir du moment où ils ont changé, l'alimentation de l'enfant. Quelqu'un qui est déjà un peu qui a des troubles du comportement, qui est impulsif, on lui fait commencer par sa journée par une dose de sucre, c'est hyper excitateur, ça va lui faire un pic de dopamine, il va être surexcité et droit derrière, il y a la descente. Enfin, en gros, il faut stabiliser la glycémie pour stabiliser le cerveau. J'avais vu une étude en prison. Ils Oui. avaient ils avaient donné des différents plateaux repas, dont des plateaux repas où il y avait moins de sucre, moins de mauvaise graisse, et ils constataient moins d'événements d'impulsivité, de violence, d'agression. Donc ça, si c'est vrai pour les prisonniers, La cite dans mon livre, ouais, cette ok, étude. Et ils l'ont réitéré 3 fois et les 3 fois pareil. d'accord. Moins de taux d'agression, Donc enfin moi je trouve ça passionnant, en même temps très, enfin ça met beaucoup de choses à penser parce qu'on n'a pas forcément été éduqué là-dedans. C'est maintenant ces dernières années où on commence à parler beaucoup de toutes ces infos et du coup c'est vraiment une révolution je trouve de déconstruire comment nous on a mangé, comment on a été éduqué, etc. pour arriver à retrouver d'autres bases. Et puis arriver à le faire, je pense typiquement aux enfants. Comment arriver à transmettre ça à nos enfants alors qu'ils sont dans un système où, je sais pas, ils arrivent à l'école et puis tout le monde a du chocolat ou des trucs qui sont sûrement plus appétissants que nos petites noix et puis notre pomme. Ouais. Donc Moi, à c'est tout l'école, le j'avais des challenge. carottes et des graines de courge à la récréation et en effet, je me souviens, j'essayais de marchander avec mes amis pour avoir leur pain au chocolat et maintenant je remercie. J'ai été éduquée comme ça, du coup, j'ai plus ce problème. Pour moi, c'est naturel. Donc Hmm. vraiment les parents, c'est l'éducation alimentaire des enfants, c'est primordial. Dans les écoles, il faudrait beaucoup plus de prévention. Parce qu'un enfant va toujours, ouais, ça va être beaucoup plus dur plus tard de revenir à une alimentation équilibrée s'il a juste été habitué à manger complètement déséquilibré. Hmm. Alors c'est clair, hein. Et peut-être j'aimerais, parce que je vois qu'on arrive gentiment Oui, au bout de notre heure, mais j'aimerais bien du coup terminer sur une note un peu pratique, c'est-à-dire comment est-ce que des gens qui vont nous écouter, qui se disent ah mais oui il faut que je fasse quelque chose par rapport à mon alimentation, mais là ils ont entendu 50 000 choses durant cette interview. Par quoi est-ce qu'ils pourraient commencer de manière simple
et qui pourraient déjà avoir un joli impact sur leur nutrition? Alors, je dirais le premier changement que je recommande, ce serait le petit déjeuner. Essayer de vraiment comme on commence notre journée va conditionner tout le cours de la journée. Donc vraiment qui commence à essayer de manger protéiné, et avec des bonnes graisses et des fibres et des vitamines, des minéraux le matin. Donc ou diminuer les sucres, enlever tout ce qui est céréales, pain ou en tout cas au moins un petit déjeuner dans la semaine, après 2. Donc modifier le petit déjeuner. Stopper les pains, confiture, catastrophe, céréales, catastrophe. Donc, je commencerai par là, diminuer le plus possible tout ce qui est transformé et ajouter le plus possible de fruits et légumes dans l'alimentation. Déjà, commencer juste par ces petits changements-là et s'hydrater bien tout au long de la journée, ça on n'en parle pas assez, Mmh. mais ça compte énormément. Donc, je commencerai par là, veiller par ça et progressivement changer. C'est assez simple. On est en fait, finalement, on est un peu chimique, hein. Nos réactions, c'est de la chimie dans notre cerveau. On est déprimé, on a un manque de sérotonine, on est impulsif, c'est le niveau de la dopamine et l'intégralité de nos neurotransmetteurs est tirée de notre assiette. Donc l'activité de tous nos neurones va dépendre exclusivement de ce qu'on a mangé. Donc en fait, il faut dès le matin, commencer la journée en apportant les nutriments pour fabriquer les neurotransmetteurs, donc les protéines. Le Là, matin. du coup, ton goûter avec des graines de tournesol, graines de tournesol ou courges? De courge. Ben, super idée parce que les graines, justement, sont des super snacks, que ce Mmh. soit la récré, le goûter, peu importe quand vous les prenez. Mais n'hésitez pas à avoir un bon stock de graines, de noix, etc. Parce que ben, il y a des fibres, il y a des minéraux. Et Et des bonnes c'est... graisses et des protéines. Les amandes, c'est hyper riche en protéines. Le goûter des enfants, c'est des amandes et une pomme, ça va très bien. Mhm. Et aussi, parce que souvent, là, on a l'argument du prix, mais c'est souvent des choses au final qui vont coûter moins cher que des aliments super transformés. Euh, et puis même si ça coûtait moins cher, ça coûtera plus cher en médecin derrière. Exactement. À savoir, après, c'est les gens, c'est leur responsabilité, à savoir où ils veulent mettre leurs investissements. Est-ce qu'ils veulent investir en eux, en leur santé, ou en habits et en fast-food et en... Donc oui, ça coûte plus cher, c'est sûr, mais je pense que ça en vaut la peine de mettre une priorité Mhm. sur l'alimentation et la qualité des aliments. Et de manger des amandes va beaucoup plus nourrir, donc il n'y aura pas une autre fringale derrière qui va faire que la personne va se racheter un petit paquet de chips ou un petit paquet de bonbons Mhm. euh, derrière. Super. Bah écoute, Léa, on arrive gentiment au bout, mais déjà, merci beaucoup pour la mine d'informations que tu nous as données. Moi, j'ai pris mes petites notes en même temps que je t'écoutais. Donc, j'espère que les gens l'auront fait. S'ils ne l'ont pas fait, ben, réécoutez l'épisode et prenez des notes. Ou vous trouverez Euh, lire mon livre, il y a tout dedans. exactement. Le livre de Léa, je l'ai pas lu en entier, mais j'ai lu ton e-book que tu offres sur ton site, l'e-book gratuit, ou qui reprend des choses du livre et qui m'a appris pas mal de choses rien qu'en quelques pages. Donc, je peux que vous inciter à aller découvrir ce livre. Et puis, ben, Léa, elle est aussi très présente sur les réseaux sociaux. Donc, au quotidien, elle partage des infos sur lesquelles, en tout cas, moi, je m'attarde en tant que professionnel. Donc, n'hésitez pas à la suivre. Il y aura toutes ces infos dans les notes de bas de page. Léa, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci, ce fut un plaisir. Une fois que je me lance, on ne m'arrête plus. Donc, il y a encore tellement de choses à dire, mais on arrive bien à la fin parce que j'ai le soleil qui arrive. Donc, c'est tip top. Et puis, je te remercie. Merci pour tes partages aussi, qui sont très, très, très pertinents. Et tu fais vraiment le lien, justement, entre la psychologie et l'alimentation. Et grâce à des personnes comme toi, on sensibilise les gens et je pense qu'on fait du bon boulot.
Merci beaucoup. Et puis à une prochaine. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao Léa. Salut.